Premier tour de table, José Legault, sur cette démarche de M. Legault à Washington. Bien, ça participe vraiment de cette approche qu'ont aussi d'autres premiers ministres provinciaux. C'est d'encerclement du président américain d'une certaine manière. C'est-à-dire, à défaut de convaincre M. Trump qui est dans sa bulle, essayer de convaincre des gens qui sont influents aux États-Unis, qui vont lui parler ou parler à ses proches, etc., pour expliquer rationnellement que les tarifs feraient du tort aussi à l'économie américaine, qu'on peut aussi vendre des produits ailleurs s'il le faut, etc. Bon, on verra si ça fonctionne. Jusqu'à maintenant, il y a eu des pressions, ça c'est clair. Mais on comprend qu'on est dans une stratégie rationnelle face à un président qui l'est beaucoup moins. Donc, on verra pour la suite. Paul Journet, parce qu'il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient, certains analystes économiques qui disaient ce n'est pas une bonne idée de l'inviter tout de suite à la table de négociation, parce que déjà qu'il ne respecte pas la dernière entente. M. Legault dit non, il faut au contraire prendre le taureau par les cornes tout de suite, Paul. Oui, bien, premièrement, peu importe ce que M. Legault demande, c'est pas lui qui décide. C'est le président Trump qui va décider s'il va vouloir renégocier à l'avance ou non. Et c'est vrai qu'il y a un risque de vouloir renégocier maintenant une entente parce qu'on voit que le président n'a pas de parole, qu'il ne respecte pas la précédente entente qu'il vantait jusqu'à ce qu'il la désavoue. Cela dit, le pari que fait M. Legault, c'est que si une nouvelle entente est conclue, ben, par orgueil, par vanité, le président dira que c'est une bonne entente. M. Legault parlait d'une entente gagnant-gagnant. C'est certainement pas le lexique, le vocabulaire de Donald Trump, mais peut-être que ce qu'on cherche, c'est quelque chose sur la forme de gagnant-gagnant, sur le fond de gagnant-gagnant, mais sur la forme de gagnant-perdant, où on trouve une espèce de façon pour le président de pouvoir dire qu'il a gagné, alors que dans les faits, ce ne sera pas tout à fait le cas. Mais deux gros bémols par rapport à ça. M. Trump n'a aucune urgence à négocier. En ce moment, il apprécie l'incertitude qu'il génère. Ça semble être une fin en soi et on ne sait pas qu'est-ce qui serait susceptible de le satisfaire, jusqu'où iraient ses appétits. Marie Vastel, sur cette danse que l'on voit, que ce soit à Paris, que ce soit à Washington avec tous les premiers ministres demain, on tente de... Il doit avoir des paroles qui doivent rester dans les oreilles de certaines personnes quand même influentes à droite et à gauche. On ne peut pas rien faire puis rester assis ici, là, dans leur optique. Non, c'est sûr, mais je suis assez d'accord avec Paul dans l'optique où je suis même pas certaine que M. Trump veuille entamer la renégociation de l'ALENA. De toute façon, elle aura lieu parce que c'est statutaire en 2026. Mais pour l'instant, je pense qu'il est très content de voir des dirigeants, que ce soit le roi de Jordanie ou les dirigeants européens ou un coup de fil du Mexique, se prosterner devant lui et demander sa clémence. Je pense que ça lui plaît beaucoup. Et cette stratégie-là de tarifs, qui, on l'a dit souvent, et la doctrine économique de M. Trump et de son entourage, je ne suis pas certaine qu'il a envie d'y renier, pas si tôt en tout cas. Et d'entendre M. Legault dire on pourrait s'échanger des industries. Ouais. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Remarquez peut-être qu'il y aller brutal frontalement, c'est pas mieux non plus. Avec lui, on ne sait pas. Mais de tout de suite se montrer prêt à marchander, je ne sais pas. Pour moi, c'est peut-être se mettre en position un peu vulnérable. Oui. Mais M. Legault fait bien d'approcher les élus, d'approcher l'industrie. Ouais. Sauf que la dernière fois, pour les derniers tarifs, c'est pas les inquiétudes des industries qui ont fait plier M. Trump, ou même celles de son propre entourage, qui semblait pas arriver à le raisonner. Ce sont les marchés boursiers. Donc là, on entend un PDG de Ford, le Home Builders Association, le Aluminum Association. OK, mais encore là, je suis un peu sceptique que ça convainque M. Trump. Bon, très bien. Oui. Désolée. Oui, parce qu'on a quand même... José? Oui, c'est parce qu'on a affaire aussi à beaucoup de politique intérieure. Bon, ces voyages-là, ça sert aussi à mettre en scène des premiers ministres auprès de leur propre électorat. Pas besoin de rappeler que M. Legault traîne toujours de la patte dans les sondages, qu'il essaie de se présenter comme le protecteur de la nation québécoise. Et là, on le voit qu'il se présente presque comme le vis-à-vis de M. Trump, alors qu'il ne l'est pas du tout. Le vis-à-vis, c'est le premier ministre du Canada.
Justin Trudeau est là jusqu'à la mi-mars. Ensuite, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment beaucoup. Je pense que ce qu'on voit, c'est en partie il y a la stratégie d'encerclement, mais en même temps, c'est beaucoup pour consommation intérieure. Vous parlez de stratégie. Il fallait, pour M. Trump, lui donner un tsar du fentanyl. Ça a été dit plus tôt à l'émission, c'est Kevin Brosseau qui a fait une longue carrière à la GRC. Il était sous-ministre récemment aux pêches et océans. Il a été sous-ministre adjoint à la Sécurité publique, Transport Canada. Il a été sous-commissaire, voilà, à la Gendarmerie royale du Canada, commandant Gendarmerie royale du Canada. Alors, bon, M. Trump pourra dire « j'ai fait plier ». Et M. Leblanc nous avait dit à l'émission « c'est pas cher payé que de nommer un tsar, puis on verra ce qu'il pourra faire. » Et il va s'occuper, puis il va certainement améliorer la coordination. Donc, Marie Vastel, c'est coché, ça. Oui, c'est coché. Ça coûte effectivement pas cher. On le change de case, on réécrit ses cartes d'affaires et on lui donne un nouveau titre. Je minimise pas les qualifications non. de M. Le Tsar, mais c'est un homme avec une belle carrière. Il était déjà là. Oui, c'est ça. Mais cela dit, ça, c'était facile à cocher. Dans les autres cas, ce le sera peut-être moins. Et c'est ça qui est complètement ingérable de cette prise d'otage de l'économie canadienne ou d'autres pays par M. Trump, c'est que on sent bien que ce n'est que le début. Il y a eu les menaces pour le fentanyl. Bon, maintenant, c'est l'acier et l'aluminium. Mais M. Trump a aussi parlé de voitures, beaucoup, hier et aujourd'hui. Et ça, c'est majeur. Il y aura les dépenses en défense. On sent là, qu'il y a il a parlé des banques aussi. Des banques. On sent qu'il y a toutes sortes d'irritants qui l'agacent et qui vont être mis sur la table de négociation, la gestion de l'offre. Et ça sera peut-être plus compliqué là, de lui donner un petit gagnant-gagnant que de muter quelqu'un qui est déjà au gouvernement. Bon, José parlait de politique intérieure. Un autre sondage léger, Presse canadienne, qui montre, première question, intention de vote au fédéral. Vous allez voir les conservateurs qui sont en avance 40-31. Mais quand on ajoute, puis c'est comme hier, le Palace, quand on ajoute le nom de Mark Carney, ça devient 37-37. Donc, M. Carney qui fait remonter les libéraux partout au pays, notamment au Québec et en Ontario, dans l'Ouest. Évidemment, c'est des sondages nationaux, donc, mais dans l'Ouest, M. Poilievre ne s'écroule pas. Là, mais les libéraux qui ont remonté, tour de table là-dessus, Paul Journet, les attentes vont augmenter. M. Carney... il ne parle pas tant que ça, il voyage beaucoup, mais M. Carney arrive à faire bouger l'aiguille quand même. Oui, bien, on le voit pas beaucoup parce qu'il est en rodage, c'est-à-dire que des libéraux essaient de lui apprendre à faire campagne en coulisses ou loin des caméras pour qu'il soit prêt lors de la prochaine campagne électorale. On le pratique un peu à l'ombre. Mais il y a deux interprétations, une positive puis une négative de ce sondage pour les libéraux. La négative, c'est de dire que c'est « décide-moi un Mark Carney ». Il est populaire parce qu'on ne le connaît pas et parce qu'on peut projeter sur lui tout plein de fantasmes politiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a ni la partisanerie de Pierre Poilievre, ni l'usure et tous les autres défauts qu'on a pu trouver à Justin Trudeau. Par contre, l'interprétation qui serait plus optimiste du point de vue libéral, ce serait de dire que la nature du débat a changé avec tout ce qui se passe aux États-Unis et que si la prochaine campagne électorale oppose d'un côté un politicien de carrière qui a été au mieux ministre junior, qui n'a pas vraiment d'expérience concrète de gestion au-delà des attaques à la Chambre des communes et d'autre part, ancien gouverneur de la Banque du Canada et d'Angleterre qui a navigué à travers la crise financière, le Brexit, qu'on va pouvoir en sortir gagnant dans les débats. C'est deux interprétations qui entrent en collision, puis on verra laquelle est la bonne bientôt. José? Bien, ça annonce une campagne électorale vraiment intéressante. En tout cas, ça, c'est sûr et certain, puisque je pense qu'on peut prendre pour acquis que le successeur de M. Trudeau sera M. Carney. C'est sûr que d'entrer... ou de monter sur l'arène avec de bons chiffres, comme on dit familièrement, pour M. Carney s'ils se maintiennent jusqu'à la campagne électorale,
eh bien, c'est sûr que c'est mobilisateur pour les troupes, ça insuffle plus d'optimisme, ça permet peut-être aussi de recruter des candidats plus intéressants. C'est comme si c'est des dominos qui tombent, hein, mais là, qui tombent à la positive. Encore une fois, si ça se maintient. Pour M. Poilievre, évidemment, ben là, on est dans le scénario contraire. C'est M. Trump déstabilise le Canada, mais ça déstabilise aussi la certitude de M. Poilievre de remporter une victoire massive. Peut-être qu'il va le faire. Encore une fois, on n'est pas rendu là. Mais il y a vraiment toute une atmosphère, tout un climat qui est en train de changer par un homme qu'on connaît très peu, mais qui arrive vraiment avec une réputation. Sa réputation le précède, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que les libéraux déçus de Justin Trudeau, déçus du gouvernement, etc., qui pouvaient peut-être être tentés par M. Poilievre, ben là, commence à remettre ça en question. Et ça va être ça, le défi de Mark Carney, c'est de reséduire ces gens-là de manière durable. Et encore une fois, c'est vraiment la campagne électorale qui va faire foi de tout, là. De manière durable, Marie-Vasselle. Et donc... et si je peux juste ajouter, avec la grande inconnue qui s'appelle Donald Trump. Parce que si on pense que Donald Trump ne va pas se mêler de la campagne électorale pour essayer justement de lancer des bâtons dans les roues de M. Carney, je pense qu'on se raconte des histoires. Là. Et M. Carney qui rapidement veut, Marie-Vasselle, on l'a beaucoup souligné, mais c'est quand même frappant avec ses baisses d'impôts, taxes carbone, au revoir, etc. Il veut se rapprocher du centre et même un pied vers la droite. Là. Par rapport à M. Trudeau, là, il y a plusieurs cases déplacées, Marie. Oui, c'est un peu prévisible. C'est pour ça que plusieurs libéraux voulaient que Mark Carney entre dans la course pour opérer ce recentrage-là. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui le distingue de Mme Freeland, c'est que Mme Freeland, de renier la taxe carbone, le gain en capital, plusieurs politiques économiques qu'elle a elle-même chapeautées quand elle était ministre des Finances, bien, ça manque peut-être un petit peu d'authenticité aux yeux des Canadiens ou des membres libéraux. Et quand ça vient de M. Carney, ça semble... L'arrimage est peut-être moins compliqué dans l'esprit des gens, mais je mettrais quand même quelques bémols. C'est vrai que ça fait quelques sondages qui semblent montrer un nouveau souffle pour les libéraux si M. Carney était à la tête, mais comme le disent mes collègues, on ne le connaît pas. On ne connaît pas ses politiques, très peu. On ne l'a jamais vu faire campagne sur la grande scène, si je peux dire. Et il y a quand même d'autres sondages, là, quand on regarde les sous-tendances, qui maintiennent que 49 des Canadiens, par exemple, voudraient qu'on change de gouvernement. 62 des Canadiens, par exemple, estiment que le Canada n'est pas sur la bonne voie. Ces gens-là n'ont pas miraculeusement changé de camp. Et je mettrais quand même en garde les libéraux de penser que Mark Carney sera leur sauveur. Il y a quand même du travail à faire de renouveler l'offre libérale. Et comme le dit José, le facteur Trump, c'est devenu la question de l'urne à l'heure où on se parle, un 11 février. Mais dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, en pleine campagne électorale ou en fin de campagne électorale, qui sait ce que proposera ou menacera M. Trump? Alors, se fier uniquement au facteur Trump, c'est un peu risqué. 10 secondes, Paul. Deux choses en terminant. Le facteur, la priorité des électeurs demeure le coût de la vie et le vote le plus ferme demeure le vote conservateur. C'est les conservateurs qui ont moins de changer d'idée. Ça ne change pas. Merci beaucoup, José, Paul, Marie. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.